Vous êtes ici aujourd'hui à Montligeon. Pour quelle raison? Pour lancer l'opération de restauration du chœur, partie haute, partie basse, et de la nef, partie haute. Alors pourquoi a-t-on besoin de restaurer cette basilique qui apparemment a l'air en bon état? Cette basilique apparemment est en bon état, et elle l'est au fond des choses, mais c'est la première restauration conduite depuis sa création, au début du XXe siècle. Et c'est surtout pour des raisons de vétusté qui deviennent plus importantes, notamment dans les couvertures, qui ont des problèmes d'étanchéité. C'est là ce qui a alerté le sanctuaire et les monuments historiques. Il faut réparer impérativement les chéneaux en plomb qui conduisent les eaux à l'extérieur, parce que c'est leur vieillesse et leur vétusté qui est vraiment la chose la plus préoccupante. Mais également, il faut pouvoir gérer d'une manière intelligente les installations de chantier qui coûtent extrêmement cher aujourd'hui pour la sécurité du bâtiment et aussi des hommes qui vont travailler à sa restauration. Nous allions plusieurs lots qui sont capitaux dans cette basilique. Le lot maçonnerie, pierre de taille. Évidemment, c'est les structures qui sont saines, mais il faut renouveler les joints et changer quelques pierres de taille qui sont fissurées ou qui ne remplissent plus leur rôle. Mais également les vitraux qui commencent à s'affaisser, et pour certains, il y a eu quelques déposes de fait et des manques. Au fil des temps, ils se dégradent. Il faut savoir que les plombs, quand ils ne sont pas efficaces, ils se déforment et le vitrail s'affaisse, en partie basse surtout. Nous le verrons en faisant la visite. Et enfin, le lot charpente et couverture qui, lui, doit renouveler l'entièreté des couvertures qui sont venues, comme on dit. Mais ce sont les couvertures d'origine, c'est-à-dire qu'elles ont plus de 100 ans. François Poujol, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a déjà été fait sur la basilique? Ce que vous voyez face à nous, c'est le transept sud qui a été réalisé il y a maintenant plus de 5 ans, après le transept nord. Et vous voyez toutes les interventions qui ont été faites, la restauration des vitraux, bien évidemment, la réfection des joints et remplacement des pierres de taille qui étaient défectueuses. Et surtout, ce que vous voyez qui arrive, après la grande rose du transept sud, le niveau des parties hautes, des clochetons, des statues qui ont été restaurées, et aussi et surtout la charpente et la couverture qui a été renouvelée. Et en montant un petit peu, vous allez vous rendre compte de la différence des couvertures neuves du transept par rapport à celles en parfaite continuité que sont celles de la nef et du chœur. Et c'est justement là l'objet des travaux que nous devons mener à bien. Vous voyez les différentes travées du chœur avec ces niveaux beaucoup plus complexes que ceux de la nef. Alors en commençant par le haut, le niveau 4, je vais vous montrer sur le plan. Ici, le transept qui a été réalisé, et maintenant ce que nous proposons de réaliser en restauration, les parties hautes du chœur, avec les fenêtres qui sont directement attachées. Ce que vous voyez, les traits jaunes, ce sont les contreforts qui doivent être faits dans la tranche 5, la première pour cette année. Et plus bas, les couvertures et charpentes de toutes les chapelles absidiales et des 2 sacristies. Ce sont les niveaux 2 et 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre drone va montrer la césure entre le transept et le chœur qui n'a pas été encore réalisé. Et vous pouvez apercevoir même les détails des chéneaux qui sont très fatigués. Donc là, je suis en train de descendre. Voilà, eh bien, ça va être parfait parce que les plus fatigués, c'est justement ceux du pourtour qui est au-dessus du déambulatoire. Je le mets là. Et surtout ceux qui sont entre le 2e
et le troisième niveau, qui sont beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, alors on y va. Vous descendez et vous voyez comment sont ménagés ces grands chéneaux avec garde-corps. Et maintenant, ceux qui sont de part et d'autre de la petite toiture du déambulatoire. Et il faut remplacer l'entièreté de ces chéneaux en plomb qui se sont dilatés en dessous. Vous voyez les garde-corps, ce qui est derrière les garde-corps. Alors celui-là aussi, bien sûr. Alors ça, c'est une chapelle qui a déjà été restaurée. C'était une des premières tranches. Donc vous voyez là tout ce qui a été fait en petit sur cette chapelle rayonnante. C'est le même travail que nous allons faire en grand sur tout le reste de l'église. Vous pouvez approcher d'un des vitraux. On va monter sur ce petit balcon sous Saint-Odilon et on vous retrouve là-haut. À tout de suite, je coupe. Là, nous sommes au revers de la façade occidentale et nous regardons vers les toitures, les couvertures des bas-côtés de nef sud. À droite, vous voyez un des chéneaux, vous voyez le faîtage en plomb et du côté gauche, vous voyez le grand chéneau qui accompagne les fenêtres de la nef. Un de ces chéneaux doit immédiatement être débouché parce que ça peut être grave que l'eau monte plus haut que la garde. Le risque est que l'eau rentre dans la toiture et pourrisse la charpente et abîme les voûtes en dessous. Nous entrons dans le grand comble de la nef. C'est une charpente en très bon état et très facile à entretenir puisque des grands chemins de sécurité permettent la visite aisée. Vous voyez ici le renouvellement des joints qui sont dits ferrés, avec un fer pour leur donner un relief et un aspect très régulier. Alors, est prévu de base de refaire tous ceux qui sont partis et en option de pouvoir refaire les autres s'il y a suffisamment de moyens pour le faire. Mais pour le transept, ça a été renouvelé pour l'ensemble des parements. Nous sommes dans le grand chéneau des parties hautes du chœur, la partie qui doit être renouvelée. L'ardoise fine va être remplacée par de l'ardoise épaisse, comme vous le voyez ici, dans le transept. Pour la couverture du transept qui a été renouvelée il y a à peu près 5 ans. Là où nous marchons, ce sont les fameux chéneaux en plomb avec les ingris que nous devrons remplacer. Nous dominons les couvertures des niveaux 1 et 2 qui devront être renouvelés. Les couvertures sont composées d'ardoises épaisses de 5 mm, de chéneaux périphériques de part et d'autre, et d'un grand faîtage en plomb que nous devons renouveler entièrement. En plomb aussi. Plomb et cuivre. Là, ici, plomb et cuivre, parce que vous voyez que la charpente est interrompue pour le passage. Et donc, c'est pour ça que vous avez une remontée d'étanchéité qui est complétée par une tôle en cuivre. Alors, ça paraît étonnant quand on voit qu'on a mis aussi peu de temps à rénover Notre-Dame, qui est beaucoup plus ancienne. Pourquoi est-ce que la basilique de Montligent présente déjà des signes d'usure alors que finalement elle est assez jeune ? Mais ça, c'est naturel à tous les bâtiments, les êtres vivants aussi. C'est que la vétusté s'installe inexorablement. Et si on ne prend pas soin d'un édifice, c'est comme une personne, et il faut absolument comprendre les causes de dégradation. Les matériaux ne sont pas infinis, ne sont pas pérennes. Et pourtant, on voit des vitraux qui durent des siècles. Oui, ils durent des siècles, mais parce qu'il y a une succession de restaurations, de soins apportés pour renouveler ce qui a lâché. Les plombs sont les meilleurs matériaux pour tenir les verres, mais ils s'affaissent, ils se dégradent aussi. Les chéneaux aussi, qui sont en plomb, ils se dégradent, ils se déchirent par le jeu incessant des dilatations, des rétractations. Il est naturel que tout édifice, comme tout corps humain ou autre, il a une période de vétusté qui doit nous alarmer pour opérer les restaurations nécessaires
à l'entretien, je dirais, de fond. Et c'est ce que nous faisons. Alors concrètement, quelles sont les caractéristiques d'un chantier sur la basilique de Montlégion? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Non, pour les entreprises qui sont spécialisées dans des monuments similaires, elle est récente et elle a été faite toute uniment. Donc elle présente une grande unité architecturale d'une époque assez restreinte finalement, entre 1896 et la date de la bénédiction, non pas de la bénédiction, mais de la consécration, 1928. Il s'était espacé le temps de la construction. Donc c'est un bâtiment très uni du point de vue de son caractère architectural. Et donc pour les restaurations, il faut évidemment commencer par les parties les plus hautes pour pouvoir installer tous les échafaudages, les parapluies ou tout ce qui est nécessaire à son entretien. Et ça va durer combien de temps ces travaux? Ils vont durer au moins 3 ans, voire 4 ans. Les travaux qui sont prévus, donc que je rappelle, le chœur partie haute, le chœur partie basse, il ne s'agit que des façades, et ensuite la nef partie haute. C'est ce qui a été déterminé comme le plus urgent. Alors je vous présente 2 des 3 entreprises qui vont œuvrer à la restauration des parties hautes de la basilique de Montlégion. D'abord M. Cholet, qui est le directeur de Lefebvre à Alençon, grande entreprise qui existe dans toute la France, et M. Gouty, qui est maître verrier et spécialiste justement des époques que nous devons restaurer. Moi, mon métier, c'est je veux dire qu'on est les médecins de la pierre, donc on va la nettoyer, on va la restaurer, on va faire les joints, on va restaurer aussi, je crois, de mémoire, les fers qui sont en garde-corps là-haut, pour qu'il arrête d'éclater la pierre. Parce que le fer et la pierre, ça ne va pas ensemble souvent. Donc, et on va travailler en accompagnement avec le maître verrier et le couvreur. On va faire du joint ponctuel, voire 100%, certains endroits, sur tout ce qui est partie souvent saillante ou qui est vraiment aux intempéries. Faut pas se poser la question, on refait tous les joints à 100%. Nous sommes une entreprise composée de 3 compagnons verriers, assistés de 3 apprentis, dont un qui est meilleur apprenti de France. Et nous allons travailler dans cet édifice sur des vitraux 19e. Et il y a sur ces vitraux certaines lacunes, des peintures qui sont effacées par le temps, des verres qui sont salis tout simplement par la pollution ambiante, la suie et autres. Donc nous, on va nettoyer les verres un par un en ayant desserti les vitraux. Et on va ensuite repeindre les vitraux manquantes avec une peinture à froid pour ne pas abîmer les vitraux. Et on va les restaurer entièrement. Vous allez déposer les vitraux, vous allez faire ça sur place ou vous les emmenez dans votre atelier? Les vitraux sont déposés, mis en caisse, transportés dans un véhicule, précieusement, pour éviter toutes les secousses, pour éviter d'autres casses sur les vitraux existants. Et ensuite sont restaurés dans l'entreprise entièrement. Et une fois qu'ils sont bien solidifiés, on revient et repose en édifice. Il faut dire qu'il y a la main aussi de Champignol pour les vitraux tout à fait début XXe siècle. Et plus tard, il y a les fameux vitraux de Barillet, évidemment, qui était une entreprise très importante, qui a créé justement dans les années 20-30 la plupart des vitraux plus récents. Qui là, pour le coup, ne sont pas peints. Ah non, là c'est du verre. C'est du verre, mais il y a plusieurs techniques. Le maître verrier pour vous l'expliquer. Ok. Et ce qui est très intéressant donc à Montlégion, c'est que c'est du verre mais soufflé à la bouche. Vous avez aucun verre dit mécanique dans l'édifice, c'est entièrement du verre soufflé à la bouche par des souffleurs de verre, qui est la base des vitraux, donc les souffleurs. Là, nous allons partir sur la restauration du chœur de l'église, donc la partie haute, au-dessus des tribunes, et vous avez l'équivalent, je sois, Monsieur Pujol, je crois 9B, c'est ça, 9B au total. Donc on irait par tranche de 3. C'est celle que vous voyez dans l'axe. Les vitraux de la vie du Christ. Oui, c'est ça. Exactement, c'est toute la partie du chœur. Donc il s'agit de la restauration des parties hautes du chœur, dont vous voyez les vitraux avec le Christ ressuscité au centre, ce qu'on appelle les fenêtres hautes, donc, niveau 3 et 4.
Et la tranche 6 consistera à faire les parties basses, c'est-à-dire le déambulatoire et l'échappée rayonnante que vous apercevez, dont celui de l'axe est Dieu le Père au-dessus de la statue de la Vierge de Notre-Dame de Montligeon. Au niveau de la restauration, on va faire 3 baies, ce qu'on appelle 3 baies, c'est 3 fenêtres. Je pense qu'on en a à peu près pour 3 mois à chaque tranche. Donc 3 fois 3 mois, ça fait 9 mois. Et c'est la durée imposée au chantier qui regroupe évidemment maçons, charpentiers, couvreurs et maîtres verriers. C'est pour ça que dans la première réunion que nous aurons une fois le marché signé par la DRAC, nous réunissons avec le maître d'ouvrage, donc le sanctuaire, pour établir ce calendrier qui tient compte des exigences en temps de chacun, bien sûr. Une question, pour les fidèles, les pèlerins qui vont venir dans la basilique, en plein travaux, qu'est-ce qui va changer ? Il n'y aura pas d'inconvénient puisqu'il s'agit de travaux extérieurs principalement, avec seulement un inconvénient, c'est les échafaudages. Mais les entreprises savent bien que c'est un édifice qui va continuer à vivre. Alors l'enjeu de cette journée, c'est de valider avec la DRAC les travaux, de la signature du chantier, du marché. Et du coup, la conséquence derrière, ça sera effectivement l'obtention de subventions pour pouvoir commencer les travaux au plus vite, d'ici, avant la fin d'année, en tout cas c'est ce que nous espérons, c'est ce que nous souhaitons, pour pouvoir avancer et faire les différentes tranches rapidement pour pouvoir avancer sur ce chantier, qui va durer 3 à 4 ans, donc qui va être long. Donc plus vite on le commence, mieux ça sera, puisqu'on a vu qu'il y a des vitraux notamment, enfin en tout cas moi je suis sensible aux vitraux, et j'ai vu des vitraux qui sont quand même très abîmés, et même si M. Poujol nous a expliqué que la toiture est aussi importante, voire plus importante, mais parce que ça génère aussi beaucoup de problèmes. Voilà, donc il faut avancer parce qu'il y a des urgences à traiter. Au niveau du sanctuaire, c'est clair que la volonté, c'est de commencer les travaux le plus rapidement possible. Mais comme dit M. Poujol, nous sommes dans l'attente de la signature de la DRAC. Et donc, c'est vrai que ça nous laisse une incertitude importante parce que, de toute façon, il faudra aussi prévenir les artisans pour qu'ils puissent aussi, eux, se mettre en phase avec le calendrier du chantier. Donc il est clair que nous sommes dans cette attente et ça devient urgent pour qu'on puisse aussi nous projeter en termes de financement, puisque effectivement la signature de la DRAC nous donne à espérer avoir des subventions, mais nous aussi par rapport à notre budget, nous avons fait appel à des mécènes et nous avons donc déjà un budget non négligeable pour commencer les travaux. Mais nous avons besoin du financement de la DRAC et de l'État. Et si nous n'avons pas ce financement-là, le budget n'est pas bouclé. Donc c'est important pour nous de respecter les délais et les choix de la DRAC pour pouvoir obtenir ces subventions. Donc c'est notre objectif actuel de lier la tranche 5 et 6 sur le cœur pour justement faire des économies. Nous gérons les travaux en bon père de famille. Ce sont des dons, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces dons et nous respectons nos donateurs par rapport à ça. C'est pour ça que le phasage est très important pour limiter les coûts de façon drastique et nous permettre de boucler le budget de cette restauration dans les meilleures conditions possibles. Vous qui avez du coup beaucoup arpenté la basilique, qu'il avait visité, etc. Et est-ce que c'est du bel ouvrage ? Oui, on peut dire que la qualité architecturale de cette basilique par notre confrère Tessier est remarquable. C'est remarquable par son unité, d'abord, son unité architecturale, et le soin très grand apporté à justement sa survie dans le temps. La qualité et le dessin des combles, des chéneaux très généreux qui servent aussi d'accès et de visite du monument. Tout ce qui a contribué à faire de cet édifice un joyau